Bonjour, bienvenue chez moi. Docteur, je m'en bats les couilles. Parce que je suis docteur et je m'en bats les couilles. Je me permets une réaction à l'interview sur Thinkerview de Marion Maréchal Le Pen. Euh, je propose de faire une réponse assez étayée puisque je trouve toujours injuste de réagir par un commentaire de quelques lignes à une interview qui prend 1h45 et au cours de laquelle Marion Maréchal Le Pen a le courage d'exprimer ses idées. Euh, dont elle dit elle-même que c'est un point de vue et une ligne politique qui est difficile à défendre, qui est constamment attaqué, et donc merci à elle d'avoir eu le courage de s'exprimer. Et merci à Insigurvio également, dont on connaît les idées politiques, mais qui a malgré tout le courage de laisser son antenne à des points de vue divergents. D'ailleurs, je noterai que sur la fin, le commentateur Sky euh, s'offusque de voir des commentaires agressifs, voire injurieux de la part des internautes. Euh, je tiens à rappeler, comme dans tout débat, qu'il est important de laisser s'exprimer les idées, de répondre par un argumentaire construit lorsque la personne en face vous propose un argumentaire construit. Et, euh, et je note que les, les, le Thinkerview montre encore une fois tout son intérêt, puisque pour avoir moi-même, depuis des années, combattu les idées du Front National et pour cela écouté un certain nombre d'heures de vidéos de Jean-Marie Le Pen, puis de Marine Le Pen. En ce moment, j'entends parler beaucoup de Jordan Bardella et également de Marion Maréchal Le Pen. Mais j'avoue que je n'avais jamais vu une interview aussi longue euh, et, euh, et c'est vrai que le modèle d'interview sur Thinkerview montre encore toute sa puissance, puisqu'effectivement, le fait d'interroger quelqu'un sur 1h15 en laissant libre cours à sa parole, sans le couper, sans l'interrompre, comme ce qui se fait sur la plupart des chaînes mainstream, permet d'entendre de manière plus audible le point de vue de l'intervenant. Alors, premièrement, parlons de ce qui est positif. Marion Maréchal Le Pen se montre très sympathique, souriante, euh, joviale, voire drôle. Elle évoque en partie sa vie privée, tout un tas d'éléments et une image qu'on lui connaît assez peu d'ordinaire dans les médias mainstream, ce qui la rend très humaine. D'autre part, elle exprime clairement son point de vue en citant ses sources. Elle a un point de vue étayé, sourcé, qui, qui, qui mérite d'être entendu avec une oreille attentive. Elle évoque un certain nombre de sujets et qui sont, à mon sens, assez peu évoqués dans les médias, en tout cas pas en ces termes. Euh, Elle évoque la crise du Covid et le réveil brutal qui a consisté à prendre conscience que la France n'était pas souveraine en termes industriels, en ce qui concerne la production médicamenteuse notamment, et de vaccins en particulier. Elle ne cite pas le problème des masques, où quand même la France fut une leader du textile il y a bien longtemps maintenant, et que nous fûmes incapables de nous procurer de simples masques, au point que des petites couturières s'amusaient à produire des masques toutes seules, dans leur coin. Elle évoque également le problème de l'énergie et du nucléaire en, en précisant que le nucléaire était un avantage compétitif extrêmement important pour la France et qu'à ce titre, l'Allemagne a usé de tout son pouvoir pour limiter cet avantage industriel et que nos dirigeants ont foncé dans le panneau euh, suite à l'influence de l'Allemagne. Elle évoque également la puissance militaire de la France qui apparaît être la plus forte au, au sein de l'Europe. Euh, D'ailleurs, je tiens à préciser là aussi que, encore une fois, par incompétence ou par forfaiture, notre cher président avait évoqué le fait que nous puissions partager notre siège permanent au Conseil de sécurité avec l'Allemagne, ce qui, à mon sens, aurait constitué une trahison.
Elle évoque également la perte de prestige de la France qui constituait une voie diplomatique indépendante dans le monde et que le fait que la France s'aligne sur les positions de l'OTAN et donc des États-Unis euh, participe à la dégradation de son influence diplomatique en nous donnant l'image de n'être que de simples vassaux des États-Unis. Elle critique également le fait que la France s'est enfermée dans la construction européenne au détriment de ses interactions avec d'autres parties du monde, et en particulier de l'Afrique, en laissant libre place à d'autres nations telles que les États-Unis, la Turquie ou la Chine de renforcer leurs liens avec ce continent. La Chine en particulier, grâce à son pouvoir économique, évidemment sans commune mesure avec celui de la France, euh, accorde de plus en plus de prêts et alimente en argent le continent africain, permettant par là de renforcer la collaboration et l'implantation de ses propres entreprises sur le sol africain. Elle regrette que l'aide française au développement ne soit pas faite en coordination avec des entreprises françaises leur permettant d'accéder à des marchés. Il faut bien comprendre qu'après des décennies de libéralisation de l'économie à l'échelle mondiale, l'ère du temps est plutôt au protectionnisme et à la protection de nos entreprises, chose que d'autres nations ne se privent pas de faire. Marion Maréchal Le Pen a également un point de vue intéressant sur la guerre en Ukraine. Elle précise bien sûr que l'agression russe de l'Ukraine est inadmissible, mais en contrepartie, il faut bien noter que l'extension de l'OTAN aux frontières de la Russie et l'implantation de bases militaires en Ukraine constitue une agression aux yeux de la Russie. Moi, personnellement, je compare ça à la crise des missiles de Cuba, où évidemment les États-Unis, voyant les Russes implanter des missiles à quelques embardées de leur propre côte, ont réagi de manière extrêmement ferme face à cette agression russe pendant la guerre froide. Cuba, d'ailleurs, en subit encore les conséquences de nos jours. Bref, au cours de cette interview, Marion Maréchal Le Pen évoque un certain nombre de sujets et propose un point de vue qui mérite d'être entendu. Elle questionne un certain nombre de décisions prises par le gouvernement actuel qui, si l'on considère que son rôle est d'assurer la protection des Français, sont difficilement compréhensibles, au point que cela interroge sur la motivation de ces décisions. S'agit-il d'une simple incompétence, d'une naïveté, ou cela relève-t-il, plus grave, d'une forfaiture, d'une trahison? Maintenant, passons au point qui pose problème dans votre argumentation. Je vais ici me limiter à l'évocation de 4 points. Le premier étant une erreur scientifique que vous commettez en confondant causalité et corrélation. Le deuxième point est de revenir sur l'idée même du fameux grand remplacement et de la menace que pose le problème démographique de l'augmentation d'une population immigrée au sein de la population d'origine. Le troisième point étant votre idée même de la fraternité. Le quatrième point étant la question du modèle lui-même que vous souhaitez pour notre pays et des interactions entre ce modèle et le modèle économique. Alors passons au premier point, la confusion entre corrélation et causalité. Vous citez 2 stats lors de votre interview. La première étant que vous notez que 20 à 25% des détenus en France sont de nationalité étrangère. La deuxième stat que vous relevez en vous basant sur les chiffres de l'INSEE sont que 65% des agressions sexuelles seraient le fait de personnes de nationalité étrangère. Vous en déduisez donc logiquement que la nationalité étrangère et la culture d'origine plus violente mise au sein d'un milieu plus permissif serait à l'origine de cette criminalité. Il y a donc bien corrélation. Quand A augmente, l'immigration
B augmente la criminalité. Vous en déduisez donc un lien de causalité expliqué par le fait que la culture d'origine plus violente, voire un génome prédisposant à une attitude plus violente, serait à l'origine de cette corrélation. Or, il s'agit d'une erreur scientifique typique euh, qui vient du fait que quand A augmente, B augmente, mais peut-être que A et B dépendent d'un facteur C qui explique l'augmentation de A et B qui, entre eux, n'ont pas de lien de causalité. Je m'explique. On appelle ça la théorie de la cigogne. On observe que le taux de natalité est plus élevé dans les lieux où on observe plus de nids de cigognes. Ce qui aboutit à l'idée culturelle que les cigognes apportent des bébés. Or, il s'agit d'un troisième facteur qui est le milieu rural. Les cigognes font préférentiellement leur nid en milieu rural et on observe pour un facteur totalement indépendant des cigognes un taux de natalité plus élevé en milieu rural pour des raisons diverses, socio-économiques en particulier, notamment liées à l'espace, à la capacité de pouvoir loger des enfants, le besoin de main-d'œuvre aussi. Enfin, bref, les cigognes n'ont aucun lien de causalité directe avec la natalité de l'espèce humaine. On peut citer plusieurs exemples assez rigolos sur le sujet, comme par exemple que le nombre de ventes de glace est corrélé au nombre de coups de soleil. Évidemment, ces deux facteurs sont indépendants et dépendent du soleil lui-même. Un deuxième exemple qui m'a toujours fait rigoler, c'est d'observer que le niveau de mathématiques augmente avec la pointure de chaussures. Effectivement, là aussi, il y a corrélation, mais la causalité vient du fait que le niveau de mathématiques augmente avec l'âge ainsi que la taille des pieds. En science, l'observation d'une corrélation doit faire déboucher sur des études visant à étudier la causalité entre deux facteurs. On peut prendre par exemple l'exemple du tabac, où on observait effectivement une corrélation entre la consommation de tabac et le cancer du poumon. Évidemment, malgré la pression des industriels et des lobbies du tabac, des études scientifiques plus poussées ont été faites, et notamment on utilise pour cela les études contrôlées, c'est-à-dire contre un groupe témoin randomisé, c'est-à-dire tiré au hasard, en double aveugle quand il s'agit de déterminer l'impact d'une molécule. Donc études contrôlées, randomisées, en double aveugle, qui permettent d'étudier des échantillons comparables en ne faisant varier que le facteur étudié. Et c'est grâce à cela qu'on peut mettre en évidence des liens de causalité entre deux facteurs, et en essayant par ailleurs d'éliminer tous les biais qui pourraient influencer ces deux facteurs. Concernant le tabac, on a pu évidemment mettre en évidence depuis de nombreuses années que l'accumulation de goudron ou l'inhalation de substances mutagènes euh, provoquait des mutations cellulaires qui étaient à l'origine de cancers. Et donc il y a bien un lien de causalité entre la consommation de tabac et le cancer du poumon, bien qu'évidemment on puisse être atteint d'un cancer de poumon sans avoir jamais fumé. Donc s'il y a bien un lien de corrélation entre origine étrangère et criminalité, peut-être que cette corrélation dépend d'un troisième facteur qui est le niveau socio-économique. Vous le dites plus loin dans la vidéo, on accueille des immigrés en France en leur faisant bénéficier de HLM. Effectivement, cela aboutit à la constitution de sortes de ghettos dans lesquels, évidemment, la culture d'origine s'exprime, mais la criminalité est peut-être plus liée aux conditions socio-économiques dans lesquelles vivent ces gens, plutôt qu'à la culture d'origine. Si les statistiques ethniques en France sont interdites, en revanche, les statistiques socio-économiques sont très nombreuses et très solides et montrent bien ce lien de causalité entre conditions socio-économiques et criminalité. Vous êtes vous-même né à Saint-Germain-en-Laye, dans un milieu plutôt favorisé, avec un papy grand dirigeant politique de niveau national et potentiellement présidentiable, une Tati Marine qui elle-même est présidentiable et brigue le poste de député européen, comme vous-même. Vous avez été élevé dans un château avec d'autres membres de votre famille.
peut logiquement penser qu'un Algérien qui aurait été élevé dans vos conditions aurait plus de chances de devenir député européen plutôt que euh, de devenir dealer de shit à Montmédy, à Créteil. Au-delà du problème culturel, vous allez jusqu'à dire que il est possible que par nature, que génétiquement, certains sous-groupes d'êtres humains soient plus prédisposés à la violence. Or, il est établi scientifiquement qu'il n'y a pas de sous-groupe d'êtres humains. Euh, L'ensemble des êtres humains de la planète appartiennent à une seule espèce, Homo sapiens, et il n'y a pas de sous-groupe de race au sein de cette espèce, puisqu'on note une variabilité interindividuelle tellement importante qu'on peut même considérer que chaque individu est une race à lui tout seul, puisqu'il est unique. Donc il est désormais infondé scientifiquement de parler de race, au point que le mot de race a été retiré de la Constitution en juillet 2018 et n'est réservé maintenant qu'aux espèces animales domestiques. Ceci nous offre une transition toute faite vers le deuxième point et le concept de fraternité. Vous dites qu'à votre sens, la fraternité, c'est reconnaître en l'autre une part de soi-même et que ceci permet d'apporter la solidarité et la cohésion au sein d'une population. Ce qui me pose problème, c'est que vous limitez votre concept de fraternité aux Français. À mon sens, il faut étendre ce concept à l'ensemble des êtres humains sur cette planète. Lorsque l'on vous pose la question de savoir si vous pensez à ce travailleur immigré qui vit dans des conditions pénibles, assume un travail que peu de Français souhaitent faire, et que cet immigré désire faire venir sa famille en France, donc évoquant l'épineux sujet du regroupement familial, vous répondez que, bien sûr, que par humanité vous y pensez, mais que votre rôle de responsable politique française est d'assurer la défense de l'intérêt des Français, de l'intégrité et de la sécurité du pays qui est le mien, et que je vais pouvoir transmettre à mes enfants. Vous dites que c'est à cela que vous passez le tamis de vos idées et de vos propositions. Alors c'est marrant, moi aussi je souhaite assurer la défense de l'intérêt des Français et léguer à mes 3 filles un pays et un monde euh, le meilleur possible pour elles. Mais j'ai un tamis qui est au-dessus de ce tamis-là, qui est l'humanisme et la défense de l'humanité dans son ensemble et de l'ensemble de mes frères humains. Vous dites d'ailleurs à 2 reprises lors de cette interview que nous ne pouvons plus assumer l'immigration ni sur le plan économique ni sur le plan culturel. Et que, évidemment, dans un monde où la France serait riche, déborderait de ressources économiques, la question se posera différemment. Je tiens à souligner que l'amélioration des conditions économiques françaises relève de votre rôle de femme politique et que concernant l'intégration culturelle des individus, il s'agit évidemment, et j'y reviendrai en point 3, de proposer un modèle euh, qui donne envie à nos frères humains de le partager. Deuxième point, le grand remplacement. Cette fameuse idée que l'immigration progressante dans notre pays va à terme aboutir au remplacement de la population d'origine par une population initialement immigrée et avec tous les changements culturels que cela implique. Ma propre femme, qui est elle-même médecin, radiologue, française d'origine, caucasienne, m'a évoqué ce sujet du grand remplacement récemment en indiquant qu'elle se demandait dans quelle mesure ça puisse être une menace pour notre culture française. Alors pour y répondre, juste quelques chiffres que j'ai tirés moi-même des chiffres de l'INSEE. Les étrangers en France, c'est 7 millions sur 68 millions de Français, soit environ 10% de la population. Donc 2,5 millions, soit 35%, sont nationalisés.
Il reste donc 5 millions, soit 8% de la population d'étrangers en France. En 2022, ces étrangers viennent pour moitié d'Afrique, Algérie, Maroc, Tunisie, pour 30% d'Europe et puis 20% d'autres parties du monde. Donc 50% Afrique, 30% Europe, 20% autres. En 2022, il rentrait sur le sol français 246 000 individus contre 276 000 en 2019. En gros, il y a entre 200 et 300 000 personnes qui rentrent en France, mais il y en a qui partent. C'est-à-dire qu'en gros, on estime qu'il y a, pour 4 qui rentrent, il y en a un qui part. Ce qui fait un solde migratoire annuel autour des 200 000, on va arrondir les chiffres pour rester surtout sur des ordres de grandeur. Donc disons qu'il y a 200 000 étrangers qui rentrent en France chaque année, dont la moitié viennent de pays d'origine culturelle que vous craignez particulièrement, c'est-à-dire d'Afrique. Soit un peu plus de 100 000 immigrés d'origine africaine qui rentrent en France chaque année. Alors on peut discuter pendant des heures pour s'accorder sur le chiffre à partir duquel on parle de remplacement, mais prenons pour l'exemple le chiffre de 50%, c'est-à-dire on considérera qu'il y a remplacement à partir du moment où plus de 50% de la population française sera d'origine émigrée, soit 34 millions sur 68 millions d'habitants. Avec 100 000 entrants par an pour arriver au chiffre de 34 millions, il faut 340 ans. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, il nous faudra 340 ans pour que plus de la moitié de la population française soit constituée d'individus immigrés d'origine africaine. Affinons un peu le chiffre. Nous sommes 68 millions, dont d'ores et déjà 10% d'étrangers, soit 60 millions de Français, on va dire, d'origine française. Donc pareil, même calcul. Si on considère qu'il y a remplacement à partir de 50% de la population, c'est-à-dire à partir de 30 millions d'immigrés, et bien, selon le même calcul, avec 100 000 entrants par an, il nous faudra 300 ans pour que les immigrés représentent plus de 50% de la population française. Je me suis même livré un de calcul intéressant, pour ne plus parler des 50%, mais simplement d'un doublement du nombre d'immigrés en France. On a actuellement 10% d'immigrés en France. À partir de quand nous passerons à 20%. Même logique, sur 68 millions d'habitants, 10% d'augmentation des immigrés, c'est 7 millions. Et ben avec 100 000 entrants par an, il nous faudra donc 70 ans pour qu'on observe simplement un doublement de la population d'immigrés au sein de la population française. Donc pareil, 70 ans, on a quand même le temps. Et même si j'ai évoqué ce sujet aussi avec ma femme, on peut parler du taux de natalité. Effectivement, le taux de natalité des immigrés est plus élevé que celui des Français d'origine. On observe pour les Français un stade global de 1,7 enfants par femme. Donc on va arrondir à 2 pour la simplicité des calculs. Et dans les populations d'origine étrangère, ce taux est plutôt autour des 4. Mais c'est même logique. Si vous avez 60 millions de personnes qui font 2 enfants par personne, et que vous avez seulement 10% de la population qui en font 4, là aussi, pour arriver à un remplacement de la population initiale, ça prend des siècles. Donc, pour le dire autrement, bien sûr que le grand remplacement fait peur, et bien sûr que moi aussi j'ai envie de protéger ma culture française, de livrer un pays dans lequel on respecte les droits de l'homme, et puis de garder l'indépendance de l'État vis-à-vis de la religion. Bien sûr que j'ai envie de conserver le modèle français, mais vous parlez d'un sujet qui posera problème dans 70 à 300 ans. À mon sens, il y a des sujets bien plus importants à traiter d'ici là, et là aussi, c'est votre rôle de femme politique que de traiter ces sujets. Le sujet de l'énergie, le sujet de la souveraineté industrielle et économique, bref, j'y reviendrai en conclusion. Mais en mettant l'immigration comme tête de liste de vos problèmes à traiter, vous vous trompez dans l'ordre des priorités dans la défense de l'intérêt des Français.
d'autant plus que vous briguez un poste de député européen. Et à mon sens, il y a bien plus urgent à traiter au sein de l'Europe que le problème de l'immigration, les problèmes de l'écologie, de la préservation de la planète et de la biodiversité, les règles de commerce international, les accords de libre-échange. Euh, L'immigration n'étant finalement qu'une conséquence de tout cela et non pas la cause. Comme je le dis souvent à mes patients, je peux traiter vos symptômes tant que je veux, euh, mais si je ne m'attaque pas à la cause, on n'ira nulle part. Et ceci nous fait une transition toute faite vers le point numéro 4, qui est la question du modèle que vous proposez, et justement de la navette entre le modèle social et le modèle économique. Quel modèle proposez-vous réellement au final? Bien sûr, vous souhaitez préserver un modèle et une culture française, mais qu'est-ce qu'on propose et quels moyens on se donne pour préserver ce modèle issu du siècle des Lumières, de la philosophie, ce modèle d'accueil et d'humanisme qui a émergé dans notre beau pays. Bien sûr que moi aussi, je ne veux pas que mes trois filles soient élevées dans un État qui applique la charia et que je préfère qu'elles soient élevées dans un pays comme la France, empreint de laïcité, d'éducation obligatoire, d'accès à la culture, d'accès à la science, où l'on pose comme principe les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Évidemment que je suis d'accord avec vous. Mais est-ce un modèle si enviable de nos jours quand on a levé toute régulation sur les règles de circulation des biens et services, les règles de taxation des profits? C'est ça la vraie question. Quel modèle proposez-vous à vos concitoyens? Il y a un exemple que je prends souvent. Euh, Certains individus ont rejoint des positions radicales et se sont mis à participer au djihad, considérant que nos sociétés étaient décadentes. Évidemment, les musulmans, en tout cas les musulmans, une partie des musulmans vont considérer que l'expression de la femme, que l'image de la femme est une menace et que la femme doit être habillée, vêtue, sans qu'on puisse voir son visage, euh, en portant par exemple la burqa. Mais qu'est-ce qu'on leur propose en face? Nous, nos gamines, on les laisse aller en cours dès l'âge de 10 ans avec des strings. Je veux dire, bien sûr que moi je ne veux pas qu'on applique la charia, mais est-ce qu'en face on ne peut pas considérer que nos sociétés sont décadentes, laissent porte ouverte à des comportements inadaptés et que évidemment quand vous parlez de, de permissivité trop importante euh, du modèle français, euh, évidemment que le fait de retourner à des règles plus traditionnelles au sens plus rigoureuse et qu'il est probablement important pour nos sociétés occidentales de revenir à, de se vêtir d'un peu plus de rigueur. Entre la décadence occidentale et la réplication rigoureuse et traditionnelle de la charia, peut-être qu'il y a un juste milieu à trouver, évidemment, à mon sens, bien plus proche de notre modèle que celui d'un islamisme radical, mais tout de même, on ne peut pas considérer que les sociétés occidentales telles qu'elles sont de nos jours sont un modèle indiscutable et qui aurait vocation à être universalisé. Bref, vous proposez la préservation d'un modèle que vous ne définissez pas vraiment par opposition à d'autres modèles, notamment basés sur euh, des traditionnalismes religieux. Euh, Très bien, mais quel modèle défendez-vous au final? Et quel modèle comptez-vous défendre au niveau européen? Vous vous définissez vous-même comme catholique pratiquante, omettant de préciser qu'en réalité, les trois plus grandes religions monothéistes, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme et l'islam, sont basées sur les mêmes règles de l'amour de l'autre, de l'aumône, de l'accueil, de, de l'amour qui doit relier les hommes les uns aux autres
de manière universelle. Euh, vous mettez de l'opposition dans un domaine où il faut créer du lien, et c'est la racine étymologique même du mot religion qui réunit. Le modèle que je défends et que nous sommes de plus en plus nombreux à défendre sur cette planète et peut se résumer ainsi. Euh, Notre priorité collective doit être, et avant tout, de protéger la planète et sa biodiversité et de nous assurer des conditions de vie qui permettent de vivre ensemble le plus paisiblement possible. Pour cela, il faut d'abord traiter le problème de l'énergie, puisque sans énergie, il n'y a pas de transformation possible du monde, et que donc l'accès à l'énergie doit être une priorité pour quelqu'un qui se prétend gouverner un peuple. Que deuxièmement, le développement technologique avec l'automatisation des tâches euh, euh, va peu à peu remplacer le travail humain et s'accompagne d'une mutation de notre modèle social, euh, en particulier concernant l'accès au travail, hein, et à la garantie de l'assouvissement des besoins vitaux. Et en point 3, il s'agit évidemment d'élever la conscience collective à un stade universel, euh, bien sûr en incluant dans cette élévation le fait de faire prendre conscience aux êtres humains qui peuplent cette planète que le monde ne se limite pas à la matière, et que probablement que quelque chose de supérieur nous guide, nous unit et nous connecte là aussi de manière universelle, et qu'il s'agit de mettre en place les conditions qui permettent cette universalité, et cette solidarité et cette entraide au sein de l'ensemble de l'humanité. En conclusion, je résumerai les choses ainsi. Bien sûr que votre rôle de femme politique française est de protéger les Français sur leur sol, en Europe et dans le monde. Que pour cela, votre priorité numéro une doit être d'assurer et de garantir l'indépendance énergétique de la France, et d'assurer la force de notre économie qui nous permet de garantir et d'assurer notre modèle social qui est celui de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de finalement toutes les notions d'humanisme issues de la philosophie des Lumières. Et ce modèle social français pourrait être un modèle comme il le fut par le passé pour l'ensemble du monde. Euh, L'immigration n'étant que la conséquence de ce qui ne va pas dans notre modèle, et non pas la cause. Du coup, c'est vous concernant aussi que se pose la question de l'incompétence ou de la forfaiture. Soit vous êtes de bonne volonté, vous cherchez vraiment à protéger un modèle que vous considérez comme étant bon pour vos frères et sœurs français, mais que par manque de recherche documentaire, par manque de connaissances scientifiques, effectivement, vous avez passé un bac L, vous avez immédiatement intégré des responsabilités politiques, et vous n'avez pas de formation scientifique. Donc, et puis évidemment, quand on est dans une famille où papy c'est Jean-Marie, tati c'est Marine, et que votre propre mère, Yann, euh, a travaillé ou dans des rôles de responsabilité politique dans la plupart des partis, dans le parti du Front National. Évidemment qu'avec cet environnement familial, né un Serge Armand-en-Laye, sans connaissances scientifiques, et issu d'une famille plutôt de la classe euh, nettement supérieure, forcément que votre avis à vous aussi est biaisé. Et ça peut s'entendre. L'autre hypothèse serait que vous fassiez preuve de forfaiture en utilisant un thème qui est celui de l'immigration, qui fait appel à nos instincts les plus primaires, qui est celui de la protection des siens contre l'étranger, qui représente une menace, et que vous utilisiez cette peur de l'étranger à des fins électoralistes et envie de vous faire élire aux prochaines élections européennes en tant que député européenne,
sur le thème de l'immigration qui est très porteur de nos jours. Je souhaite pour votre propre salut que vous puissiez évoluer sur vos idées, sur votre ligne politique. Mais je comprends bien que c'est compliqué pour vous, puisque c'est des idées dans lesquelles vous avez été élevé et qui aujourd'hui garantissent votre revenu et vous permettent de faire vivre votre famille. Vous vous dites catholique pratiquante, vous croyez en Dieu. Alors, vous savez que vous aurez à vous en expliquer auprès de lui une fois là-haut. Bonne chance.